Bonjour, merci de m'accueillir dans votre groupe de parole. Je m'appelle Victor Fersing, j'ai 28 ans, je suis journaliste, spécialiste des technologies numériques, et ça fait 23 ans que je me drogue. Ma consommation a débuté sur les bancs de l'école, et bizarrement, elle a même été encouragée par mes professeurs. Pendant mon adolescence, cette addiction s'est intensifiée et a fini par cannibaliser presque tout mon temps libre, me poussant à m'enfermer dans ma chambre plutôt qu'à sortir dehors avec mes amis. Et après mes études, j'ai continué à en consommer chaque jour, que ça soit en télétravail ou dans les open space. Ma drogue était d'apparence inoffensive et pourtant, elle était extrêmement destructrice. Ma drogue, c'était la chaise. Comme la moyenne des Français, et comme vous peut-être, je passais plus de 8 heures par jour dans une position assise. Heureusement, j'ai pris conscience de cette addiction en échangeant avec Alexandre, un ami qui avait vécu une situation similaire il y a quelques années. Après avoir vécu un burn-out professionnel, il avait réalisé que le manque de mouvement était l'un des principaux facteurs de son épuisement. Après avoir échangé sur nos expériences personnelles, on a donc décidé d'enquêter sur le rôle de la sédentarité dans notre société moderne. Et on a rapidement réalisé à quel point la position assise était loin, très loin, d'être naturelle. À vrai dire, dans le monde de nos ancêtres, les chaises n'existaient tout simplement pas. À l'époque, on marchait et on courait pour notre survie. Lors des périodes de chasse, notre meilleure arme n'était ni un arc, ni même une pierre tranchante, c'était notre endurance. Notre bipédie, qui est unique dans le règne animal, nous a permis d'économiser énormément d'énergie. Et grâce à cette efficacité, nos ancêtres ont pu épuiser des proies, certes bien plus rapides, mais beaucoup moins endurantes. Mais à l'époque, on ne se déplaçait pas seulement pour chasser des mammouths. Le mouvement nous permettait de nous abreuver en eau, de fuir des climats hostiles ou tout simplement d'explorer des territoires inconnus. En bref, notre vie était rythmée par le mouvement. Mais depuis, les choses ont bien changé. D'abord, la révolution industrielle nous a inondés de technologies qui ont rendu notre vie plus sédentaire. Pour boire de l'eau, il suffit d'ouvrir un robinet. Pour démarrer une voiture, il suffit de tourner ses clés. Et on peut même rafraîchir la température de son appartement grâce à une simple télécommande. Et ensuite, une autre révolution nous a fait franchir une ligne rouge du confort, celle du numérique. À la vitesse de l'éclair, les écrans se sont immiscés dans tous les recoins de notre quotidien. Les réseaux sociaux nous permettent de maintenir un semblant de vie sociale sans avoir à sortir de chez nous. Les jeux vidéo nous permettent de nous divertir sans avoir à bouger notre corps. Les applications de livraison nous permettent d'obtenir de la nourriture sur le seuil de notre porte. Et désormais, l'intelligence artificielle promet même de remplacer nos relations incarnées par des chatbots. À l'époque de nos ancêtres, la vie était rythmée par l'exploration active du monde physique. Désormais, notre vie est rythmée par l'exploration sédentaire du monde virtuel. Une étude réalisée sur des étudiants américains a montré que 87% du temps passé devant un smartphone se déroulait dans une position assise ou allongée, sans même parler des ordinateurs, des tablettes et des télévisions. Les écrans ont pris une place tellement importante dans notre vie que même nos appartements se mettent à leur service. Pour citer un architecte d'intérieur américain, lors des réunions de conception, il faut garantir qu'il y aura de la place pour un téléviseur à écran plat mural dans chaque pièce. Et les conséquences de cette sédentarité sont loin d'être virtuelles. En tant qu'intervenant pour une association qui travaille sur les dangers de l'hyperconnexion numérique, j'échange chaque année avec des centaines de jeunes. Les plus petits se plaignent souvent de ne pas pouvoir jouer avec leurs grands frères et grandes sœurs qui sont trop hypnotisés par leur smartphone. Et de nombreux collégiens m'avouent ne pas sortir de chez eux du week-end, préférant les activités numériques sédentaires à celles se déroulant dans le monde extérieur.
J'ai également pu échanger avec des professeurs de sport qui m'ont expliqué devoir changer leur barème de notation pour s'adapter au déclin des performances physiques des élèves. Il y a 40 ans, un collégien avait besoin de 3 minutes pour parcourir 600 mètres. Désormais, il lui en faut 4 pour parcourir la même distance. Les conséquences de cette sédentarité sont bien réelles et touchent toutes les classes d'âge. Enfants, adolescents, adultes, seniors. La chaise tue, littéralement. La sédentarité est aujourd'hui la quatrième cause de mortalité prématurée dans le monde. Parmi ces effets, on peut noter la dégradation de notre santé cardiovasculaire, le risque de diabète et d'obésité, l'atrophie de nos muscles et aussi l'érosion de notre santé mentale. Mais la sédentarité menace également notre santé sociale. L'absence de mouvement reflète souvent une vie coupée du monde extérieur et privée des relations incarnées dont nous avons tant besoin. Nous avons tous ressenti ce manque pendant le confinement. Mais désormais, il n'y a même plus besoin de virus pour forcer les gens à s'enfermer chez eux. Ils le font eux-mêmes. Au Japon, on compte plus d'1 million d'ikikomori, ces citadins qui ne sont pas sortis de leur appartement depuis plus de 6 mois. Mais même quand nous sortons de chez nous, nous sommes nombreux à rester enfermés dans notre bulle numérique. Signe que le monde virtuel empiète sur notre réalité du quotidien, nos villes commencent à s'adapter aux zombies, un mot valise qui désigne les zombies du smartphone. En Corée du Sud, certaines villes ont installé des feux de signalisation au sol pour s'adapter au regard des citadins qui ne prennent même plus la peine de lever les yeux de leur smartphone avant de traverser. Mais alors, comment lutter contre l'addiction à la chaise et aux écrans? Et comment rendre nos espaces de vie moins sédentaires et plus humains? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des centaines d'initiatives à travers le monde qui nous laissent entrevoir une société qui se remet en marche et dont on peut s'inspirer dès maintenant. Dans l'éducation, le mouvement des écoles en forêt permet à des milliers d'élèves à travers le monde de passer une partie de leur scolarité, non pas assis sur une chaise, mais en contact direct avec la nature. Dans l'école La Forêt des Lucioles, les élèves peuvent apprendre les mathématiques en manipulant les feuilles des arbres ou apprendre l'histoire en marchant. Le corps des élèves, au lieu d'être rabougri sur une chaise, redevient une source d'apprentissage à part entière. Dans le monde du travail, un pays comme le Danemark oblige certaines entreprises à fournir à leurs salariés un bureau à hauteur ajustable, ce qui les incite à adopter la position debout. Dans cet environnement de travail moderne, la chaise n'est plus le centre de gravité par défaut. Cette solution permet de réintégrer du mouvement de manière régulière dans les journées de travail, car nous sommes nombreux à vouloir compenser des périodes de sédentarité intenses par une séance de sport en fin de week-end. Si c'est votre cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous entrez dans la catégorie des sportifs sédentaires, car le sport ne suffit pas à compenser 8 heures d'affilée assis sur une chaise. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de nous brosser les dents 7 fois le dimanche, puis d'arrêter tout le reste de la semaine. C'est la même logique avec l'activité physique. Mais la lutte contre la sédentarité passe également par le design de nos villes. Moi qui vis à Marseille, je suis prêt à parier que ma ville compte 10 fois plus de voitures et de scooters que d'habitants. Mais des contre-exemples existent, comme avec la ville de Pontevedra en Espagne. Il y a quelques années, face à l'omniprésence des voitures, un nouveau maire a décidé de construire des parkings de dissuasion gratuits aux abords de la ville. Lorsqu'ils vont travailler le matin, les citadins sont donc incités à se garer en périphérie et à rejoindre le centre-ville à pied ou à vélo. Depuis ces mesures, la ville est devenue un véritable paradis pour piétons et le bruit des pots d'échappement a été remplacé par le rire des enfants, qu'on peut entendre courir sur les places publiques ou encore taper dans des ballons de foot qui rebondissent un peu partout sur les murs. Bien sûr, les écoles dans la forêt, le changement de culture au travail ou les villes entièrement dédiées aux piétons ne deviendront pas la norme du jour au lendemain. Mais des solutions simples et pratiques peuvent déjà nous mettre sur la bonne voie. En construisant des aires de jeu qui laissent réellement place à la créativité des enfants, en proposant des réunions en marchant à ses collègues,
ou encore en bridant la vitesse des ascenseurs et des escalators dans les villes pour inciter les citadins à prendre les escaliers. Mais toutes ces mesures risquent d'être inefficaces si on ne reprend pas le contrôle sur le monde numérique. En février, j'ai moi-même pu participer à l'organisation d'un défi consistant à supprimer les applications de réseaux sociaux de son téléphone pendant 28 jours. L'objectif était d'inciter les participants à remplacer le temps d'écran par des activités déconnectées. En parallèle, on a organisé une marche de 5 km dans plusieurs villes d'Europe. On a également fourni aux participants des cartes à imprimer pour qu'ils puissent s'orienter sans GPS. Et on leur a aussi proposé des défis d'observation pour les inciter à lever les yeux des écrans et à poser un regard nouveau sur la ville. Car la marche, contrairement au phénomène des zombies, n'est pas seulement un acte mécanique. C'est une activité profondément humaine. Dans une société obsédée par l'efficacité et la vitesse, la lenteur de la marche est devenue un acte de résistance. La marche ne consiste pas à gagner du temps, mais plutôt à en perdre avec élégance. Quand nous marchons, nos idées peuvent s'adapter au rythme de nos jambes. Ça n'est pas un hasard si nos meilleures idées nous viennent souvent en marchant. La marche active notamment la sécrétion d'une protéine qui favorise les connexions neuronales. La marche est non seulement gratuite, mais elle ne pollue pas. C'est le moyen de transport le plus vert qui existe. Et c'est notamment à travers la marche dans la nature que nous pouvons cultiver une nouvelle relation à notre environnement. Quand je pars randonner dans les montagnes avec mes amis, je réalise à quel point le monde physique est différent du monde virtuel. Contrairement aux interfaces numériques qui s'adaptent au moindre de nos désirs, la nature ne s'adapte pas à nous. C'est à nous de nous adapter à elle. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il n'existe aucune application mobile pour arrêter l'intempérie. Il faut y faire face. Mais avant même de partir randonner dans la nature, notre quotidien fourmille d'opportunités pour remettre notre corps en mouvement et pour déclencher une prise de conscience dans notre entourage. Chaque jour, nous avons l'occasion de choisir non pas l'option la plus confortable ou la plus efficace, mais celle qui met notre corps en mouvement. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un escalier et à un escalator, la prochaine fois que vous pensez à inviter des collègues en réunion, ou la prochaine fois que vous pensez à jardiner, à bricoler, ou même à faire le ménage, rappelez-vous d'une chose, chaque mouvement compte. Et c'est peut-être un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour notre humanité. Merci.